Vous êtes bien sur la chaîne de Oui D'accord qui a écrit cette vidéo en collaboration avec la CGT Métallo pour les 90 ans du Front Populaire, durant lequel la Fédération des métallurgistes a joué un rôle majeur dont on ferait bien de s'inspirer aujourd'hui, vous allez voir. Et si on fait ça, c'est pas juste pour fêter un bel anniversaire, mais aussi se rappeler que tout ça a pas commencé si joyeusement. C'était en 1926. Il y eut une confrontation avec l'ensemble du patronat. Au début des années 30, l'ambiance, c'est pas trop ça. Octobre 1929. La crise s'abat sur les États-Unis, puis sur le monde. À peine sorti de juste la Première Guerre mondiale, on a le droit à la plus grande crise économique de l'histoire. Faut bien se rendre compte que rien qu'ici, en France, ça veut dire très concrètement passer d'à peine 20 000 chômeurs en 1929 à 1,2 million en 1935. Prenez la métallurgie justement, c'est 70% des ouvriers en chômage partiel. Est-ce que vous visualisez un peu ? Face à une telle misère, bien sûr, la colère explose et elle est réprimée brutalement, mais aussi détournée par des forces montantes, les fascismes qui se sont déjà emparés de l'Italie puis de l'Allemagne. Heureusement, pour contenir leurs élans, on avait la Société des Nations, qui en fait va rien faire quoi. Ni quand Hitler érige l'antisémitisme en loi nationale, ni quand il commence à envahir d'autres pays, ni quand Mussolini lance l'invasion de l'Éthiopie pour en faire une colonie. Bon ça dérange pas grand monde à l'époque, hein, mais là, en totale violation du droit international. Une impunité qu'on doit alors en partie à la France, qui oppose son veto à toutes les propositions de sanctions contre l'Italie. Résultat, face à l'impuissance des organisations internationales, les fascistes du monde entier se sentent les mains libres pour annexer, opprimer, exterminer. Du monde entier parce que si seulement c'était que 2 pays. Non, leurs fans sont en embuscade aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Belgique, au Brésil, au Chili, vraiment partout. The United States of America and the Republic for which it stands, one nation, indivisible, with liberty and justice for all. Y compris en France, avec le parti franciste, les Croix de Feu, les Jeunesses Patriotes, ou encore l'Action française avec ses Camelots du Roi. Jeunesse de France, pour sauver votre pays, comme au temps de Jeanne d'Arc, il faut lui rendre son roi. Des groupes d'extrême droite organisés, déterminés et violents, au point de tenter un coup de force le 6 février 1934. 40 000 fascistes, place de la Concorde, en face de la Chambre des députés, qui se lancent vers le bâtiment. Après 8 heures d'affrontement, 15 morts et plus de 1400 blessés, ils sont repoussés, mais le pays est sous le choc. Si on ne fait rien, la France est la prochaine à sombrer dans le fascisme. Mais là encore, qui va pouvoir l'empêcher alors que les institutions semblent impuissantes ? Eh bien, le mouvement ouvrier va devoir s'en occuper lui-même en se mobilisant massivement, dernier rempart face au fascisme. Problème, il est très divisé, notamment entre 2 grands partis, le Parti communiste et les socialistes de la SFIO, et 2 grands syndicats, la CGTU, plutôt révolutionnaire et proche du PCF, et la CGT, plutôt réformiste. Et nous, à côté, nos guéguerres actuels, c'est des chamailleries. Ils ont beau être camarades, ils peuvent vraiment pas se blairer. Ça se met sur la gueule à la moindre occasion et il arrive carrément qu'on se tire dessus. Et pourtant, comme vous le savez, même si vous connaissez que vaguement l'histoire du Front Populaire, eh ben ils sont parvenus à s'unir face à la menace et à prendre le dessus. Mais alors, par quel miracle ? Eh ben, c'était vraiment pas parti pour un. Alors certes, dans les jours qui suivent, les principaux syndicats appellent à une grève générale antifasciste, mais bon, CGT et CGTU manifestent bien chacun de leur côté, jusqu'à ce que les cortèges se croisent à Nation. Et là, moment de flottement, et puis tout le monde se mélange et s'embrasse en criant « Unité, unité ». C'est beau, mais vous noterez que ça vient de la base, et pas de directives venues d'en haut. Suite à ça, c'est des centaines de comités antifascistes qui sont fondés spontanément dans tout le pays, jusque dans les petits villages.
Ils organisent des meetings, des contre-manifestations, parlent de ce qui se passe en Italie et en Allemagne, et surtout, ils regroupent des gens de toutes les organisations, et même des gens absolument pas encartés. Il y a donc une vraie demande d'unité dans la population contre la menace fasciste, au-delà même des organisations militantes. Mieux, à partir du moment où Gaston de la Cégette et Jeanne de la CGTU captent qu'ensemble, ils sont quand même plus forts pour mettre la misère aux fachos, eh ben, ils se disent que peut-être ce serait aussi le cas pour mettre la misère aux patrons. Donc dans plein de boîtes, dans plein de secteurs, dans plein de villes, les syndicats fusionnent sans demander leur avis à personne. On parle de plus de 700 fusions en quelques mois, et ça commence à mettre la pression aux directions pour leur dire que, il serait peut-être temps de, Et attention, c'est pas facile, Déjà, comme on l'a vu, c'est des années de rancœur et de colère à dépasser, mais il y a aussi de vraies divergences sur la nature des syndicats. Donc ça va demander 2 ans de négociations pour que les 2 syndicats fusionnent en mars 1936. Mais ça y est, l'unité du mouvement syndical est retrouvée face au fascisme. Et nos amis les métallos dans tout ça, eh ben c'est quand même 20% des adhérents de cette nouvelle CGT réunie. Et le nouveau secrétaire général de cette fédération, c'est un ajusteur-outilleur de la région lyonnaise, connu pour ne jamais sourire sur les photos, mais aussi parce que c'est lui qui, 20 ans plus tard, fondera la sécurité sociale. Et oui, un certain Ambroise Croizat. Bon, ça, c'est côté syndical. Mais côté parti, eh ben, même chose, les militants mettent la pression aux directions du PCF et de la SFIO pour qu'elles se rapprochent, et ça fonctionne. En juillet 1934, elles signent un pacte d'unité d'action, puis des accords électoraux pour les départementales, et se rapprochent même du parti radical, qui n'est en fait pas particulièrement radical, ni même de gauche, mais dont certains membres trouvent que quand même le fascisme, ça commence à être un problème. Et le 14 juillet 1935, tout ce beau monde organise une grande manifestation unitaire derrière une immense pancarte, suivie par 500 000 personnes. Nous faisons le serment solennel de rester unis pour désarmer et dissoudre les ligues factieuses, pour défendre et développer les libertés démocratiques et pour assurer la paix humaine. Dans la foulée, toutes ces organisations annoncent leur union pour les législatives de mai 1936 autour d'un programme commun, je cite, « contre le fascisme, la misère et la guerre, pour le pain, la paix et la liberté ». C'est ça, le fameux Front populaire. Et le 3 mai, le Front populaire remporte près du 2/3 des sièges et le socialiste Léon Blum est nommé chef du gouvernement un mois plus tard, le 4 juin. Monsieur Léon Blum vient présenter au chef de l'État les membres de son cabinet, parmi lesquels on compte, pour la première fois en France, 3 femmes ministres. Malheureusement, les photographes ne sont pas en grève. Il annonce immédiatement la mise en place de la semaine de 40 heures, des congés payés, des conventions collectives, des délégués du personnel, le renforcement des libertés syndicales et une grosse augmentation des salaires. Des avancées sociales qui n'étaient pas du tout dans le programme. Vraiment, si vous regardez, il n'y a rien de tout ça, c'était vraiment très très modéré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh ben, tout part de nos métallos. Le 9 mai 1936, les métallos de l'usine d'aviation Breguet au Havre se mettent en grève. À la base, juste contre le licenciement de 2 collègues virés pour avoir refusé de travailler le 1er mai. Mais ils décident aussi d'occuper l'usine. Et ça, on se rend pas compte, mais à l'époque, c'est du jamais vu. Les patrons sont très étonnés de ce qui leur arrive. Ils contemplent leurs ouvriers avec surprise. La surprise est partagée, ça fonctionne hyper bien même. Ils obtiennent la réintégration de leurs camarades, l'arrêt des licenciements pour participation aux grèves et même le versement des salaires pour les jours de grève. Résultat, ça donne des idées aux petits copains. Le 13 mai, c'est les métallos de l'aviation de Toulouse et Courbevoie qui tentent le coup. Pareil, grève, occupation, victoire. Le 28, c'est les métallos de l'automobile à Paris et rebelote. Ok, les occupations, ça marche. De fou. Et ça marche d'autant plus qu'on rappelle, il y a un gouvernement qui arrive au pouvoir, qui fait flipper le patronat et soutient les ouvriers. Et là-dedans, on a 72 communistes qui font leur entrée à l'Assemblée. Nous proposerons aussi, dès la rentrée, qu'une commission de moralité enquête sur l'origine des fortunes de certains politiciens.
Il faut faire payer les riches. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Bon bah là c'est fini quoi, les métallos ont lancé une trend dans le textile, le bâtiment, jusque dans les magasins, restaurants et assurances, des secteurs habituellement très peu mobilisés. En une semaine, on a 2 millions de grévistes. Et d'autres sorties encore. Dans plus de 12 000 entreprises, dont 9 000 sont occupées. Partout, on organise collectivement du ravitaillement, de la cuisine, du ménage, sans oublier des tours de garde pour éviter les attaques des fascistes qui, ils sont toujours là et à qui ça plaît pas trop. Côté patronat, non plus, on hurle au complot et au risque de révolution communiste. Alors que, oui, il y a des drapeaux qui fleurissent sur les usines, mais la plupart des ouvriers, ils voulaient de meilleures conditions de vie et de travail, mais aussi juste souffler un peu, quoi. Célébrer la victoire du Front populaire, montrer qu'on fait bloc, qu'on est ensemble, arrêter 2 minutes le vacarme des machines, se reposer, discuter, danser, se bécoter derrière la grande fraiseuse de l'atelier numéro 3 et faire l'expérience qu'on sait éphémère de cette société de l'égalité et du repos qu'on construira un jour. On parle souvent de grève de la joie et on voit pas comment mieux les décrire. Et ça c'est vrai, c'est peut-être déjà un peu révolutionnaire. Alors les patrons appellent au secours Léon Blum qui leur propose d'organiser une réunion avec des délégués de la CGT, mais avec cependant 3 points non négociables. Le gouvernement de Front populaire est constitué. Son programme, la semaine de 40 heures, les contrats collectifs, les congés payés, c'est-à-dire les principales réformes réclamées par le monde ouvrier. La rencontre commence le 7 juin à 15h. Et à 19h, c'est plié. Consécration des libertés syndicales et du droit de grève, augmentation des salaires, mise en place des conventions collectives et des délégués du personnel. Et quand certains patrons refusent d'appliquer ces mesures, il arrive que les grèves soient poursuivies jusqu'en juillet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que comme ça, en moins d'un mois, un gouvernement de gauche va beaucoup plus loin que son programme très modéré, avec une vague de conquis inattendus qui surprennent et dépassent les espérances d'absolument tout le monde. Et face à des victoires aussi éclatantes, la CGT, elle passe de 780 000 adhérents en 1935 à 4 millions 2 ans plus tard. Chez nos métallos, tout le secteur passe de 4% de syndiqués à 72%. Vous imaginez 3/4 de camarades? Rien qu'à Paris, le nombre d'adhérents est multiplié par 25. Si ça, c'est pas un cercle vertueux, non seulement on a des victoires, mais ces victoires permettent d'aller encore plus loin. Ne serait-ce que pour des trucs comme les cotisations. Et oui, les affaires sont les affaires, camarades. Bien sûr, le pognon. Alors, je sais, ça paraît tout con comme ça, mais très concrètement, à ce moment-là, il y a tellement de cotisations qui rentrent que non seulement le fonctionnement du syndicat est assuré, les caisses de grève sont renflouées, mais il reste encore plein de réserves pour construire des choses nouvelles. Et là encore, les métallos vont se montrer particulièrement inventifs, puisqu'ils vont acheter un putain de château. Alors, je vous rassure, c'est pas que l'argent leur a fait péter un câble, ils se sont pas mis à la chasse à courre, non. Il faut resituer que c'est des travailleuses et des travailleurs des années 30. Et au cœur de leurs besoins, il y a les vacances et les temps de loisirs. Rappelez-vous qu'ils viennent tout juste d'obtenir les congés payés. Ça n'existait pas avant. Pour eux, mais aussi pour les gosses. Et pour ça, il faut du temps, mais aussi des lieux organisés. Comme par exemple, un putain de château. Les métallos possèdent le magnifique château de Vouzeron, où en 2 ans, plus de 12 000 journées de vacances ou de convalescence ont été passées. Des milliers d'enfants de métallurgistes prennent leurs toutes premières vacances, ce qui en plus soulage leurs parents. Ils se reposent, ils font du sport collectif, découvrent la nature et apprennent des tas de choses dans une perspective d'éducation populaire. Les enfants des métallurgistes passent leurs vacances au domaine de Vouzeron. Les exercices de gymnastique et les jeux collectifs et individuels distraient et fortifient les enfants, qui, à la fin de leur séjour, auront gagné de nombreux kilos. Une petite fille qui est plus douée pour la danse acrobatique que pour la métallurgie. Un joyeux accueil est fait au déjeuner. Après un repas copieux, il est bon de faire la sieste à l'ombre. Et le syndicat des métaux poursuit inlassablement son action en faveur des métallurgistes et de leurs familles, et en particulier pour les petits. Et pour ça, qu'est-ce qui pourrait être mieux qu'un château?
Eh bien, 2 châteaux! Cette fois, avec un parc de loisirs tant qu'à faire. Le parc des loisirs de Baillet, en Seine-et-Oise, où les métallos, dans un cadre idéal, trouvent le repos, la gaieté et la santé. En 2 ans, 350 000 personnes y sont venues. Autre priorité des ouvriers, l'accès aux soins. Là, c'est une vieille usine que les métallos vont racheter pour la transformer carrément en hôpital. Un vrai hôpital, consultation gratuite, cabinet dentaire, service de radiologie, de chirurgie, de pédiatrie et même après la guerre, une maternité. Les tout-petits des métallos sont l'objet d'une surveillance médicale et de soins particulièrement attentifs dans la clinique enfantine. 90 ans plus tard, cette clinique qui a été pionnière sur les méthodes de l'accouchement sans douleur existe toujours. On estime que 100 000 bébés y sont nés et chaque année, elle permet l'accès à 1200 PMA et autant d'IVG. Rappelez-vous aussi qu'à l'époque, il n'y a pas encore la Sécu, qui va justement être créée par ces mêmes gens à la Libération. Alors à ce moment-là, le syndicat de la métallurgie en pose les bases avec une caisse d'assurance sociale et une mutuelle, le tout géré par les ouvriers eux-mêmes. La mutuelle, qui groupe près de 40 000 adhérents, a déjà versé plus de 1,5 million de secours. Ils vont même monter leur propre école de formation pour que les ouvriers au chômage puissent apprendre un métier de la métallurgie. Afin de donner la possibilité à de nombreux chômeurs de rentrer dans la production et développer leur qualification professionnelle, une école a été créée par le syndicat. Là encore, cette école existe toujours et elle a permis de former plusieurs dizaines de milliers de personnes. Tous ces dispositifs-là sont directement administrés depuis l'Union fraternelle des métallurgistes, installée elle aussi dans une ancienne usine parisienne, qui devient la fameuse maison des métallos que vous pouvez encore visiter aujourd'hui. Avec salle de réunion, bibliothèque, permanence juridique et même une salle de sport et de musique. Vous voyez qu'ils ne font pas que réclamer au gouvernement des avancées, ils les créent eux-mêmes concrètement. Ils construisent et vivent déjà la société qu'ils veulent pour demain. Sauf que face à ça, la menace fasciste pèse toujours. D'autant qu'en Espagne, où un front populaire rassemblant les organisations de gauche est aussi arrivé au pouvoir, une tentative de coup d'État fasciste plonge le pays dans la guerre civile. Alors, cette solidarité que les métallos tissent en France, il va falloir l'étendre à l'international. Le Premier ministre français, Léon Blum, craint que ce conflit entraîne l'Europe dans une guerre généralisée. La solution, c'est la conclusion d'une convention internationale par laquelle toutes les puissances s'engageraient à interdire l'exportation en Espagne du matériel de guerre. Alors il arrive à faire signer par tous les pays européens son pacte de non-livraison d'armes que, évidemment, l'Italie fasciste et l'Albanie nazie s'empressent de contourner. Et cette non-intervention est loin de faire l'unanimité et déchire même le Front populaire. Mais alors, côté CGT, c'est on ne peut plus clair. Ce qui se joue en Espagne, c'est rien moins que la lutte de l'humanité contre le fascisme et toutes les forces doivent être engagées pour l'emporter. Et elle n'est pas seule à le penser. Un véritable élan de solidarité internationale s'organise pour soutenir les républicains espagnols. Encore une fois, les métallos en sont un parfait exemple. Ils se cotisent, mettent en commun un peu de leur salaire et arrivent à rassembler plusieurs millions de francs, mais aussi de la nourriture, des habits, des outils qu'ils envoient en Espagne dans de grands convois de camions qui partent de la maison des métallos. Les métallurgistes parisiens ne ménagent pas leurs efforts pour l'aide à l'Espagne agressée par le fascisme. Près de 6 millions ont été collectés dans les usines pour envoyer des vivres et des outils aux républicains espagnols. Alors que la CGT participe à l'évacuation des blessés et à l'accueil des centaines de milliers de réfugiés, la Fédération de la métallurgie les héberge dans ses locaux, ses colonies de vacances et ses fameux châteaux dont on a parlé dans les épisodes précédents. Sans oublier les orphelins qu'elle place en famille d'accueil, souvent chez des syndiqués. Au total, on estime que 5000 enfants espagnols ont été pris en charge par la CGT. Ils partent impatients pour la colonie où les attendent déjà 50 petits réfugiés espagnols adoptés par le syndicat. Les petits réfugiés espagnols dansent pour leurs amis français au rythme coloré des beaux chants de leur pays. Puis, en octobre 1936, cet engagement prend une dimension plus directe encore, lorsque l'internationale communiste fonde les fameuses brigades internationales. Les républicains reçoivent enfin le soutien international tant attendu. 32 000 volontaires qui partent se battre aux côtés des républicains espagnols. Sur les 10 000 Français, 20% sont des métallos et 2500 ne reviendront pas.
Après 2 ans de combat, alors que la victoire des fascistes semble acquise, les brigades internationales sont dissoutes, exfiltrées, et c'est encore à la Maison des Métallos de Paris que les volontaires survivants sont accueillis en héros. Vous le savez, cette solidarité internationale n'a pas suffi à empêcher les tragédies qui vont suivre. Le fascisme a plongé l'humanité dans la guerre et l'Holocauste. L'État français s'engage dans la collaboration. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Durant cette période, il s'empresse de dissoudre de force les organisations syndicales qui entrent dans la clandestinité et d'en détruire toutes les réalisations sociales. Alors, tout ça pour rien? Mais bien sûr que non. Tout ce qu'on a vu, la culture et les valeurs de l'antifascisme, l'unité syndicale et les espoirs qu'elle porte, la joie des grandes grèves victorieuses, le rêve de cette société de demain, entreaperçu dans les projets émancipateurs des métallos, la solidarité internationale et l'expérience de la lutte armée en Espagne, tout ça a servi non seulement de base à la résistance et permis à terme la défaite des fascismes, mais aura aussi servi de fondation au modèle de société après la libération. Il suffit de voir le parcours d'une figure de ces métallos, Henri Roll-Tanguy, un ouvrier soudeur qui a été le secrétaire du syndicat CGT des métallurgistes parisiens. Volontaire des brigades internationales, fondateur de l'une des premières organisations de résistance armée sous l'occupation, et enfin initiateur et commandant de l'insurrection populaire par laquelle Paris se libère en août 1944. Alors, je sais, beaucoup de choses dont nous avons parlé à travers cette vidéo vous ont sans doute rappelé des aspects sombres de notre époque. Mais justement, c'est d'autant plus important de retenir l'histoire de celles et ceux qui ont déjà affronté de telles périodes et de comment ils ont su les traverser en luttant, en s'organisant et en construisant la société que nous voulons pour demain. Merci à nos camarades de la CGT, à l'Institut d'Histoire Sociale et à Ciné-Archives pour tous ces extraits. Merci surtout à vous d'avoir suivi cette histoire et de la faire vivre. Pour cela, vous pouvez suivre nos camarades de la CGT Métallos qui la perpétuent et vous pouvez vous-même en devenir acteur où que vous soyez en nous rejoignant, en vous syndiquant, en vous organisant dans une période qui, vous l'aurez compris, en a plus que jamais besoin. C'était en 1936. Il y eut une confrontation avec l'ensemble du Parlement.